7h37, quelle santé voulons-nous ces prochaines années? Quels rapports doivent entretenir le privé et le public? Question aiguë notamment, et on vient d'en parler à Neuchâtel où s'affrontent actuellement le groupe médical Genolier et le Conseil d'État. Conseil d'État qui refuse toujours pour l'heure que le groupe des cliniques privées élargisse son champ d'action à d'autres spécialités que l'orthopédie, la néphrologie et l'ophtalmologie. Notre invité ce matin est Antoine Hubert, administrateur d'Ivis Victoria, la holding dont fait partie précisément le groupe Genolier, qui est quand même le deuxième plus grand groupe de cliniques privées en Suisse. Bonjour Antoine Hubert. Bonjour. Et merci beaucoup d'être notre invité ce matin, jusqu'à 8h dans notre studio de Genève. Votre groupe, le Genolier Swiss Medical Network de son vrai nom, regroupe une bonne quinzaine de cliniques privées en Suisse. Déjà, pourquoi vouloir ainsi élargir vos champs d'activité en terre neuchâteloise, où vous avez déjà l'hôpital de la Providence et la clinique Montbriand? Pourquoi vous élargir? Écoutez, je pense qu'un bon équilibre entre les acteurs privés et les acteurs publics contribue à l'amélioration de la qualité et au maintien des coûts de la santé. On l'a constaté dans d'autres cantons, notamment au Tessin, où le privé représente près de 40% de l'activité. Donc, lorsque des opportunités se présentent, on les saisit. Oui, le bon équilibre dont vous parlez, Antoine Hubert, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas encore établi dans le canton de Neuchâtel. C'est véritablement le bras de fer, le canton dont vous dites de son projet de liste hospitalière qu'elle est médicalement dangereuse, irréalisable, financièrement injusticiable et viole des principes constitutionnels. Vous menacez d'aller jusque devant les tribunaux. Pourquoi vouloir aller aussi loin? Est-ce que vous n'avez pas comme ça la peur ou la crainte de briser brutalement le dialogue qui est encore en cours, je crois? Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi être aussi radicaux, Antoine Hubert? Alors, je pense que c'est un des propos qui a été exposé hier, qui a été retenu principalement par la presse, mais 85% de notre conférence parlait de dialogue et de discussion. Et je suis convaincu que nous n'aurons pas à aller devant les tribunaux dans cette affaire-là, parce que le bon sens l'emportera, et je l'ai déjà dit hier d'ailleurs. Le bon sens l'emportera, mais vous avez quand même laissé planer la menace que vous pourriez bloquer les 40 millions de francs que vous entendiez investir dans le canton. Là, vous montez quand même d'un cran dans la menace. Alors, c'est pas une menace. On ne peut pas investir à fond perdu dans un canton qui ne veut pas de notre présence. Donc, les 40 millions sont pour l'instant gelés, parce que rien ne sert d'investir dans un canton où on ne peut pas ensuite déployer une activité. Pourquoi, au fond, comment comprenez-vous l'attitude du canton à votre encontre? Il ne saisit pas les enjeux, ou il a peur peut-être parce que vous êtes un groupe privé, que vous vouliez faire du profit avant tout? Quelle est votre explication de cette situation, Antoine Hubert? Alors, il suffit de regarder un petit peu le classement de l'efficience des hôpitaux publics, et puis on voit que finalement l'aversion au privé est inversement proportionnelle à l'efficience de l'hôpital public. Neuchâtel a des prestations d'intérêt général, donc les prestations d'intérêt général sont les subventionnements supplémentaires donnés par le canton aux hôpitaux publics les plus élevés de Suisse, proches de 30%. À contrario, vous avez des cantons comme le Jura bernois avec 0% de prestations d'intérêt général. Donc l'hôpital public, pardonnez-moi Antoine Hubert, dans le canton de Neuchâtel n'est pas efficace selon vous, ou efficient pour reprendre ces termes? Je pense que c'est pas selon moi, c'est un consensus et une constatation que tout le monde a faite. À qui la faute? Au gouvernement qui n'y voit pas, d'intérêt à le développer? Comment vous expliquez que ce ne soit pas assez efficace dans le canton de Neuchâtel? Je crois que l'inefficience s'installe dans un établissement au fil du temps. C'est pas la faute d'une personne ou d'un gouvernement. C'est un mauvais fonctionnement qui se met en place petit à petit, une dérive qui fait que des établissements, qu'ils soient publics ou privés, se retrouvent en mauvaise situation. Les spécialités que vous revendiquez, soit, on le rappelle, la chirurgie générale, la gynécologie, l'ORL, l'urologie et la réadaptation, vous les exercez déjà, si je ne m'abuse. Pourquoi pas continuer à le faire dans un cadre strictement privé, avec vos cliniques privées? Pourquoi transposer ça dans le public, Antoine Hubert? Alors, il faut comprendre le système de financement de la santé en Suisse. Donc, vous avez tout citoyen suisse est assuré tout d'abord auprès d'une assurance de base, et cette assurance de base
couvre, disons, la base, les besoins essentiels de la population. Les cantons doivent participer au financement hospitalier à hauteur de 55%. Et vous avez besoin de cet argent? Et évidemment, si nous n'avons pas la part du canton, nous nous retrouverons beaucoup plus cher pour l'assurance maladie que les hôpitaux publics. Le but premier d'un groupe comme Genolier, évidemment, comme toute entité privée, c'est de dégager du profit, d'être rentable. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous reprochent de n'avoir que cette préoccupation en tête et d'être pas suffisamment attentif à l'aspect santé, entre guillemets, de votre mission, Antoine Hubert? Alors je pense que c'est le rôle de toute entreprise, quelle qu'elle soit publique ou privée, d'être rentable. La rentabilité est la sanction d'une bonne gestion. L'hôpital public doit aussi être rentable. Il y a des hôpitaux publics en Suisse qui sont rentables. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit privé ou public. On dit que le public, c'est un débat, une part du débat dans le canton de Neuchâtel, l'hôpital public délaisse un peu les habitants du Haut, les habitants des montagnes neuchâteloises. Vous parlez même vis-à-vis de l'hôpital public à Neuchâtel d'un démantèlement des soins, vous allez jusque-là? Alors c'est clair qu'il y a une tendance centralisatrice de la part de certains établissements et cantons, établissements hospitaliers, que nous ne défendons pas. On est des adeptes de la décentralisation. Nous pensons que les hôpitaux doivent être spécialisés, certes, parce qu'il faut atteindre des masses critiques dans chacune des spécialités. Je pense qu'on peut demander à la population de se déplacer pour recevoir certains soins, mais il ne faut surtout pas créer des déserts médicaux. C'est assez intéressant, voire même un peu paradoxal, puisque la tendance est plutôt à concentrer les choses en Suisse, dans le public. Vous, du côté du privé, vous dites non, on va décentraliser, vous allez un peu à contre-courant? Alors je pense qu'il faut spécialiser les établissements, mais la centralisation n'amène rien. La création de gigantesques établissements qui sont ensuite difficiles à gérer n'amène rien à la qualité et à l'efficience. Par contre, la concentration dans certains établissements de certaines activités pour arriver à des quantités de cas suffisantes pour assurer la qualité, ça c'est nécessaire. Alors, allons dans le détail, Antoine Hubert. Qu'est-ce qu'on peut concentrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas? Par exemple, si on pense à la chirurgie cardiaque ou même la chirurgie cardiaque pédiatrique, ce genre de choses, là il faut le concentrer parce qu'il y a trop peu de cas. Je vous pose l'exemple comme ça. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas concentrer? Comment vous voyez les choses? Alors, je crois que les services d'urgence ne peuvent pas être concentrés parce qu'ils doivent être le plus proche possible de la population. Après, il y a différents niveaux d'urgence. Donc, par contre, tout ce qui est donc une chirurgie élective, c'est-à-dire qu'on peut décider de la date de l'opération, c'est des chirurgies qui permettent de planifier le déplacement d'un patient pour cette opération. Donc là, on peut tout à fait imaginer que quelqu'un du haut du canton se déplace dans le bas du canton pour subir une opération, ou que quelqu'un se déplace de Genève à Lausanne pour subir une opération. Pour le haut du canton, quelle est votre véritable intention du côté de Genolier? Vous allez encore développer le secteur hospitalier dans cette portion, la Chaux-de-Fonds, le Locle, etc. Quels sont vos buts là? Alors on a repris un établissement qui existe depuis longtemps, qui est la clinique Montbriand. On a l'intention de poursuivre le développement qui a été initié par les précédents propriétaires. Étant donné que le canton a manifesté son désir de se désengager du haut du canton, on est prêt à relever le défi de remplacer le public dans ce service à la population. Donc vous faites du service public en tant que groupe privé, si je puis dire? Je crois qu'effectivement, les commerces, qu'ils soient des commerces de santé, de médias, sont un service au public. Le public est le principal concerné par tout ça. Donc, oui. Sur les dates, le Conseil d'État neuchâtelois va fixer au deuxième semestre une nouvelle liste hospitalière après une consultation qui a été menée jusqu'à début août. Vous en êtes où des négociations avec le Conseil d'État? C'est toujours le jour? Vous voyez régulièrement? Où est-ce qu'on en est très précisément aujourd'hui? Alors très précisément, le service de la santé publique de Neuchâtel a fait une proposition de planification sur laquelle les acteurs ont dû répondre. Nous avons
répondu à cette planification de manière officielle, et c'était l'objet de notre conférence de hier, donc où nous avons exposé quels étaient nos points de vue. Suite à ces prises de position, le Conseil d'État va être appelé à statuer sur cette planification hospitalière. Et nous sommes convaincus, nous espérons qu'il va prendre en compte les remarques des différents acteurs. Prochain rendez-vous, prochain dialogue, c'est pour quand ? Alors, le calendrier prévoit que dès la rentrée, il y ait des débats, également des débats parlementaires, des consultations du Parlement neuchâtelois. Dans le domaine de la... Oui, je vous laisse poursuivre. Oui. Non, pour probablement une publication d'une liste hospitalière au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Le PPP, comme on dit, partenariat public-privé, ça doit être l'horizon pour la santé, pour toute la santé, tout le domaine de la santé en Suisse. Vous voyez les choses comme ça, Antoine Hubert ? Alors, je crois en particulier dans des cantons à faible population, c'est-à-dire des cantons comme Neuchâtel, Fribourg, Valais, avec une population de 250 et 350 000 habitants. Les acteurs doivent s'entendre, doivent collaborer. Ces populations, en Suisse, on est déjà dans un pays avec des micro-marchés. La qualité de la médecine souffre de cette petitesse, étroitesse du marché. Si on compare par exemple à des métropoles comme Paris ou New York, où les casuistiques sont beaucoup plus importantes. Donc les acteurs doivent s'entendre, doivent se répartir les tâches, doivent travailler ensemble. Et on voit que c'est parfaitement possible lorsque le public et le privé fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire d'une manière efficiente. C'est parfaitement possible de s'entendre. C'est une question quasiment éthique. Vous avez dit que les hôpitaux, que les cliniques, au fond, comme toute entreprise privée, doivent faire du bénéfice. Mais question, est-ce que la santé est un secteur économique comme les autres ? La santé est un secteur économique comme les autres. Et ça représente environ 11% du PIB suisse. Les tarifs en Suisse qui ont été mis en place sont des tarifs forfaitaires. Donc ça veut dire que les établissements, qu'ils soient publics ou privés, reçoivent un montant forfaitaire pour une prestation, une prothèse du genou. Vous avez un montant forfaitaire. Ces forfaits sont négociés avec les assurances maladie. Les acteurs privés sont systématiquement meilleurs marchés dans ces forfaits que les acteurs publics. Oui, donc, mais quand je parlais de la santé, est-ce que c'est un acteur comme les autres, économique, c'est presque au niveau philosophique. Au fond, est-ce qu'on peut se faire de l'argent sur le dos, pardonnez-moi l'expression, des patients ? C'était ça la question, Antoine Hubert. Écoutez, est-ce qu'on peut se faire de l'argent sur le dos des auditeurs ? Est-ce que l'information, c'est des débats qui existent à tous les niveaux. Je pense qu'à partir du moment où on choisit... C'est le bien numéro 1, la santé, non ? Oui, la vie est le bien numéro un. La vie ne commence pas au moment où on a des problèmes de santé. La vie commence à la naissance et il y a infiniment de paramètres qui composent cette vie. J'ai dit vous êtes numéro 2, deuxième groupe privé derrière Hirslanden. Votre but à terme, c'est passer numéro 1 ? Écoutez, il n'y a pas de but en matière de taille. Je crois que nous saisissons les opportunités et on a souvent saisi des opportunités dans des situations difficiles parce qu'on aime les challenges, on aime les défis. On n'a pas de velléité à devenir numéro 1 ou à même rester numéro 2. Ce qu'on veut, c'est offrir un service de qualité dans nos établissements. On peut vous croire ou pas, vous avez quand même un agenda un peu caché, j'imagine, Antoine Hubert. C'est un peu de la langue de bois, ça, pardonnez-moi. Vous avez envie de grimper quand même, non ? Alors, s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas d'agenda caché, c'est moi, parce que je pense faire partie des personnes qui disent ce qu'ils pensent et qui pensent ce qu'ils disent et qui font ce qu'ils pensent. Très bien, nous en sommes fort aises ici sur cette antenne. Si vous êtes d'accord, on va commenter quelques sujets issus de la presse, mais qui nous ramènent au monde de la santé. Dans les hôpitaux zurichois, ça va vous faire réagir, j'imagine, Antoine Hubert, des médecins d'Europe de l'Est remplacent peu à peu les Allemands. Simon Cortet. Oui, des Allemands qui postulent moins souvent, observe le Tagesanzeiger, à cause des conditions de travail qui s'améliorent dans leur pays. À la place des médecins assistants polonais, hongrois ou lituaniens, des jeunes femmes surtout. Le journal interroge des médecins-chefs en général satisfaits de la formation et de la maîtrise de l'allemand de ces nouvelles recrues. Il n'empêche, la Société de médecine hospitalière s'inquiète de cette évolution et réclame davantage de moyens pour la formation de médecins suisses en nombre toujours insuffisant pour satisfaire la demande. Un médecin-chef explique « Aujourd'hui, moins d'Allemands et dans 10 ou 20 ans, la migration d'Europe de l'Est va aussi se tarir. » Constatez-vous le même phénomène au sein de votre groupe, Antoine Hubert ?
Alors effectivement, on souffre en Suisse particulièrement de 15 ans de moratoire qui fait que les médecins ne pouvaient plus s'installer librement à leur compte. La médecine est une profession libérale, donc je pense que si la seule perspective pour un médecin est d'être employé, le métier devient beaucoup moins attractif et on constate qu'il y a une génération perdue dans la population de médecins en Suisse. Donc on doit pour cela importer des compétences. En Suisse romande, on importe principalement de France ces compétences. Effectivement, en Suisse allemande, ces compétences venaient de l'Allemagne. L'Allemagne a aussi ses défis en matière de santé. Et aujourd'hui, je pense que le fait de pouvoir avoir une population médicale bien formée qui vient de l'Europe de l'Est, c'est plutôt bénéfique et je dirais que c'est la seule solution. Mais effectivement, il faut revaloriser cette filière médicale. Il faut dire aussi que le métier de médecin se transforme, il devient beaucoup plus technologique. Il y a peut-être également besoin de redéfinir le métier du médecin parce que aujourd'hui, ça devient des domaines qui sont hyper spécialisés. La formation médicale n'a pas beaucoup évolué ces 40 dernières années. Elle n'est plus adaptée? Elle est probablement plus adaptée aux challenges et aux révolutions technologiques qui se profilent à l'horizon. Ah, ça c'est intéressant, juste alors creusons un peu ce point. Vous vous dites que les études de médecine devraient faire leur révolution. À quoi vous pensez particulièrement ? Alors moi, je suis persuadé que, contrairement à ce que tout le monde dit, les coûts de la santé ne vont pas perpétuellement augmenter. Si on se base uniquement sur des sources statistiques, évidemment, c'est ce qu'on peut penser, mais il faut prendre en compte toutes les révolutions qui se profilent. Et ces révolutions, donc, elles sont notamment liées à l'avènement du numérique, de ce qu'on appelle le big data, de l'exploitation de ces données. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, bien par exemple, les compétences digitales et technologiques, informatiques des médecins doivent changer. On va assister à une utilisation d'une intelligence cognitive pour le diagnostic, où les ordinateurs vont pouvoir fournir des pré-diagnostics aux médecins. Il est aujourd'hui pour un médecin impossible de connaître toute la littérature médicale parce que il y a des éditions, il y a des écrits médicaux qui paraissent tous les jours, donc c'est impossible pour un médecin de se tenir à jour. Et là, l'ordinateur pourra évidemment aider. Il faut intégrer ça, il faut intégrer le monde du big data dans les études de médecine, c'est ça que vous dites, Antoine Hubert. Évidemment, oui. C'est une première, un Vaudois enfile la blouse de directeur mondial des infirmières, Frédéric Piffer. Oui, et ce Vaudois qui devient directeur de l'Association internationale de la corporation et qui a rencontré le journal 24 heures, c'est Pierre Terrola, qui était déjà président de l'Association suisse des infirmières et infirmiers depuis 13 ans. Il devra dorénavant s'atteler à 2 grands projets. En premier lieu, il s'agira de déterminer les besoins en ressources humaines sur le plan mondial dans le domaine de la santé. Il devra également s'attaquer à un second projet lancé par l'ONU qui aborde les équilibres liés à la mondialisation des soins et la migration du personnel hospitalier. Vous en parliez, Simon, tout à l'heure. La valorisation du métier étant la mission principale de cette organisation fondée en 1899. Être infirmière ou infirmier, c'est être aujourd'hui encore relégué au rôle de petite main du corps médical, souligne Pierre Terrola, donc dans 24 heures. Antoine Hubert, les infirmières et infirmiers de votre groupe, comment sont-ils payés? Sont-ils dévalorisés par rapport aux autres? Alors je crois qu'en Suisse, le métier d'infirmière et d'infirmier est assez bien payé. On est un pays dans lequel ce métier est, je dirais, plutôt fortement valorisé. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un petit peu un témoignage de confiance à cette catégorie de professionnels de la santé qui souvent sur bien des plans ça vaut autant que les médecins, voire des fois plus, et on a tendance effectivement à les reléguer à des tâches plutôt d'exécution et des tâches secondaires, alors que je pense que les infirmiers et les infirmières pourraient faire beaucoup plus dans la prise en charge du patient. Combien gagne un infirmier chez vous? Un infirmier gagne en moyenne 6 500 francs par mois, 13 fois.
Voilà, pour le salaire, c'est bien, c'est dit, c'est un chiffre clair. Amazon, et voilà une grande entreprise. Amazon à nouveau accusé de faire vivre un enfer à ses salariés. Frédéric Pfiffer, c'est le journal Le Temps qui détaille une enquête du New York Times qui vise le numéro 1 mondial du commerce électronique. Oui, et cette fois, ce ne sont pas les employés de la chaîne logistique d'Amazon qui montent au créneau, mais les cols blancs qui dénoncent une gestion d'équipe qu'ils jugent tyrannique. Des témoignages montrent par exemple que les collaborateurs seraient mal notés lorsque leur performance diminue suite à un cancer ou à la perte d'un enfant. Ils seraient également encouragés à démolir les idées de leurs collègues lors de séances de travail et recevraient des instructions pour dénoncer les éléments les moins performants de l'entreprise, pour ne citer que quelques exemples. Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon, est obligé de tenter de calmer le jeu et repousse pour l'instant ces allégations du New York Times. Certains observateurs l'accusent carrément aujourd'hui d'être devenu un patron pervers et manipulateur envers ses subordonnés. La réputation de l'entreprise pourrait être durablement touchée par ces affaires à répétition. Antoine Hubert, un mot, vous qui êtes un grand patron aussi, comment vous voyez la réussite de M. Bezos et Amazon? Elle fait envie à beaucoup de monde, mais c'est au prix peut-être de comportements limites, non? Moi, je crois que le métier de la distribution, qu'il soit online ou qu'il soit terrestre, est un métier difficile avec énormément de concurrence. C'est une branche où les salaires sont souvent assez bas. Les concurrents se livrent une guerre des prix sans merci. Et effectivement, ça peut avoir des fois des effets pervers. Au nom de l'égalité, les Suisses acceptent, Simon Cortet, le relèvement de l'âge de la retraite des femmes. L'Université de Zurich a sondé près de 2000 citoyens sur la réforme des retraites et les résultats montrent que la retraite des femmes à 65 ans, comme pour les hommes, est loin d'être aussi impopulaire que ce que le politique imaginait. Au nom de l'égalité, ce relèvement est accepté par toutes les couches de la population et particulièrement par les femmes de tout âge et de toute tendance politique. La Neue Zürcher Zeitung, qui en fait sa une, signale ainsi que les Verts et les socialistes, électrices et électeurs, ne voient rien de mal à la retraite à 65 ans pour toutes et tous. 65 ans pour tout le monde, et même un peu plus, Antoine Hubert, 70 ans, 72 ans, vous songez à cela? Écoutez, je pense qu'avec le vieillissement de la population, on va être forcé de travailler probablement assez longtemps. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes chez nous, en tout cas. Elles ont une espérance de vie plus longue, donc pourquoi pas un âge de la retraite plus élevé. Ça fait partie des ajustements qu'il faut faire dans notre société si on veut une égalité. Je pense que plus qu'un âge limite pour la retraite, il faudrait pouvoir établir un système de retraite peut-être progressive où les gens peuvent ralentir leur rythme de travail au fur et à mesure de leur avancée dans la vie, ou même pour une période donnée, en se disant voilà, pourquoi pas prendre sa retraite finalement de 40 à 50 ans et puis de se remettre ensuite au travail. Mais ce serait une bonne idée. Pourquoi pas, effectivement, au beau milieu de la quarantaine, prendre sa retraite. Dernière question, même si c'est 8 heures, mais je vous demanderai une réponse courte, je ne peux pas ne pas vous la poser. Vous êtes aussi un homme des médias avec une participation dans l'AGFI, Antoine Hubert. Ça va durer ou est-ce que la crise des médias fait que peu à peu vous songez à vous séparer de cette branche-là? Alors écoutez, notre groupe n'est plus qu'un acteur silencieux et inactif dans les médias. Par contre, je suis un communicant et j'aime la communication et les médias, donc ma passion ne va pas s'arrêter. Donc le lien avec la GFI est pérenne et vous n'allez pas briser les liens prochainement? En ce qui me concerne, non. Merci beaucoup de votre franchise, Antoine Hubert. Vous êtes donc le patron Davis Victoria, la holding dont fait partie notamment le groupe Genolier, qui n'a pas l'ambition de devenir le numéro 1 à la place d'Irslanden. Vous nous l'avez précisé. Bonne journée Antoine Hubert. Bonne journée, merci.